Santé, bien-être et attractivité quand les villes agréables triomphent. Pour vivre heureux, vivons farniente, cultivé, flâneur, piéton, épanoui dans son travail. La figure de l'urbain heureux, parfois caricaturé, a souvent rapport à la douceur, autant disponible à sa bonne santé. Alors que de nombreuses villes cherchent à attirer coûte que coûte de nouveaux habitants en leur promettant un cadre de vie agréable, comment se démarquer? Au-delà des simples considérations économiques, comment prospérer et triompher dans la jungle de l'attractivité territoriale? Avec nous pour en parler, vous allez tout de suite, je l'espère, réserver un accueil de star à Sandra Pérez, qui est maître de conférence en géographie et santé environnementale à l'Université Côte d'Azur. Ne me regardez pas comme ça, Sandra. Vous allez briller. Bientôt une Ola. Lise Bourdeau-Lepage est professeure des universités en géographie et docteur en économie. Et Sandrine Pierrot est directrice générale adjointe de la branche grand public et numérique du groupe La Poste. C'est Béatrice Parino, rédactrice en chef adjoint au Point, qui animera nos échanges. Alors, le signe, c'est quand je reviens, c'est le moment où le public pourra poser ses questions. Très bien, Bonne Boris, je t'écouterai. Merci à vous, merci à toutes les trois. C'est une première, une table 100% féminine. C'est la première fois que j'anime ce genre de panel. Bravo à nous, mais surtout, merci à toutes les trois. Vous, peut-être avant de démarrer, vous êtes toutes les trois originaires ou du moins vous travaillez dans des villes différentes, ce qui peut conduire peut-être au-delà de vos fonctions à avoir des critères pour définir une ville agréable différents. Justement, avant vraiment de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que chacune d'entre vous peut me dire, selon elle, qu'est-ce qu'une ville agréable? On va démarrer, on va commencer par la gauche pour moi, le plus à gauche. Sandrine, si vous voulez bien. Oui, merci, bonjour à tous. Alors, qu'est-ce qu'une ville agréable? Alors pour moi, agréable par son climat, ses habitants, ses commerces, mais je pense surtout que ça dépend de l'environnement social, familial. Voilà, et donc pour moi qui ai 3 enfants, et ma réponse aurait été différente si j'étais étudiante ou si j'avais pas eu d'enfants, c'est l'hyper-proximité. Voilà, de la santé, des écoles, des commerces. Voilà, pouvoir aller à pied à l'école, chez le médecin, chez le boucher, avec évidemment une efficacité de ses services. Et puis la possibilité de s'échapper rapidement au vert. Et c'est la raison pour laquelle voilà, ma famille et moi-même, nous avons quitté Paris il y a une vingtaine d'années. Parce que pour s'échapper au vert, c'est pas rapide. Voilà. Merci pour ces petites confidences. Lise, vous êtes plutôt, vous aussi, vous avez quitté Paris et vous êtes plutôt à Lyon, mais peut-être votre point de vue aussi d'enseigneur, de chercheur. Qu'est-ce qu'une ville agréable en quelques mots selon vous? Alors pour moi, une ville agréable, et puis même en tant que chercheur, probablement, vous verrez sûrement par la suite, en fait c'est d'abord une ville, comme l'a souligné Sandrine, une ville en fait où on peut tout faire très vite. Donc ça fait penser au concept de la ville de 15 minutes de notre ami Moreno, Carlos Moreno. Mais sinon en fait je dirais plutôt, je répondrai à la question par 3 mots, en fait, la question de la diversité. Donc pour moi, une ville agréable, c'est une ville qui est très diversifiée. Diversifiée en termes culturels, social, économiques, ça souligne ce que vous disiez. Ça, c'est un point important. Deuxième point, c'est une ville dans laquelle on a vraiment des interactions qu'on peut échanger, parce que la fonction première d'une ville, c'est l'échange. Donc du coup, échanger des biens, des services, mais aussi des idées, des sentiments. Et troisième point que je soulignerai pour ne pas répéter ce que vous avez déjà dit, c'est une ville finalement qui va susciter aussi des émotions. C'est-à-dire voilà, éviter l'aseptisation urbaine qu'on connaît aujourd'hui, mais une ville qui va finalement me faire sentir comme un être, comme un être sensible en fait. On a un instinct grégaire, donc c'est les interactions, et l'autre côté, nous sommes des êtres sensibles, et donc du coup, dans une ville agréable, elle doit permettre de ressentir quelque chose. Voilà. Sandra, vous êtes la locale de l'étape. Oui, alors une ville agréable, c'est vraiment une question qui est très difficile parce que je pense que ça dépend de tas de critères qui peuvent être à la fois personnels et puis un peu plus collectifs et objectifs. Une ville agréable pour moi, je suis d'accord avec Lise, c'est vraiment une ville qui nous fait sentir vivants, c'est-à-dire qu'on vit dans
80% de notre temps dans des espaces qui sont clos, enfermés, et on a besoin de voir des choses. Donc une ville agréable, c'est quelque chose qui nous donne à voir par son archéologie, par ce qu'on appelle la culture, mais c'est aussi un équilibre subtil avec des éléments de la nature, de la végétation, de la mer. Tout cela peut nous procurer de l'apaisement, et effectivement, pouvoir y aller rapidement, ou ne serait-ce que le voir, c'est déjà énorme. Donc une ville agréable pour moi, c'est une ville qui éveille nos sens, et pas simplement le sens visuel, d'autres sens aussi, et qui nous fait sentir intimement vivants. Très bien, j'espère que ici tout le monde se sent vivant. Lise, vous avez mis au point un petit jeu de cartes à la fois ludique mais aussi utile pour mesurer, pour en tout cas percevoir les facteurs qui poussent désormais les uns et les autres à préférer s'installer dans une ville plutôt qu'une autre. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous raconter ce jeu de cartes, comment il fonctionne et peut-être les premiers enseignements concrets que vous avez pu en tirer? Merci. Oui, donc en fait, c'est un jeu de cartes qui s'appelle Tell Me, dis-moi. En fait, il représente 32 éléments qui sont potentiellement importants pour le bien-être des individus. Donc c'est une revue de la littérature, que ça soit dans différentes disciplines. Vous avez vu que j'ai déjà au moins 2 disciplines de rattachement. Donc il faut rajouter la sociologie, la psychologie, la médecine. Et ces 32 éléments, potentiellement, je vais les présenter sous forme ludique, donc 32 cartes. Je vais dans la rue, pour aller assez vite, je vais dans la rue, je présente le plateau de 32 cartes aux individus et je leur demande quelles sont, vous les regardez, je dis rien, je ne parle pas, je leur dis, est-ce que vous pouvez me tirer les 10 cartes les plus importantes pour vous, pour votre bien-être, là où vous vivez ou dans l'idéal. Ils prennent les 10 cartes et puis après, ils les classent de la plus importante à la moins importante. Ensuite, je vous passe les détails, on peut faire plein d'autres choses avec. L'intérêt de cette méthode, c'est qu'on va dans la rue. Donc, ce n'est pas des exercices de concertation, ce n'est pas des réunions publiques. Et en fait, on capte les discrets. Ce que j'appelle les discrets, c'est les personnes qui ne prennent jamais la parole dans l'espace public. Et donc, du coup, souvent, on n'a pas leur opinion et on a seulement des perceptions ou nos représentations de ce dont ils ont besoin, ce qui peut poser évidemment beaucoup de problèmes. Voilà, donc quand on regarde ça et qu'on fait des enquêtes à différents endroits, donc j'ai travaillé pour la ville de Lyon, pour le Grand Cahors, et dernièrement j'ai fini une enquête à Paris, dans le 13e arrondissement, qui est un arrondissement très diversifié. Vous avez compris, pour moi c'était important la diversification en fait. J'habite ce quartier justement pour cette raison. Donc voilà. Et donc du coup, ce qui va ressortir, c'est déjà, première chose, c'est que les éléments de bien-être, ils sont variés en fonction des individus. Comme vous l'avez souligné, ça dépend de notre vécu, de notre culture, de notre genre, de notre âge. Donc nos préférences face aux éléments de bien-être vont être variables. Cependant, il y a des consensus et il y a un consensus très fort aujourd'hui. Ça va rejoindre tout à fait ce que disait Sandrine à l'instant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a noté à Paris que l'accès aux services de santé était un des premiers éléments du bien-être des individus. Ensuite, on voit apparaître l'environnement sain et sans nuisance, donc avoir accès à un environnement sain et sans nuisance qui n'est pas anodin. On voit aussi apparaître des éléments qui sont liés à la sécurité des biens et des personnes, et puis d'autres éléments qui sont liés un peu aux interactions sociales. Donc c'est tout ce qui va concerner le fait de pouvoir avoir accès aux bars, aux restaurants, de pouvoir faire ses courses facilement, d'avoir accès aussi à des parcs, à des jardins. Et puis un élément qu'il faut souligner et qui est à relever maintenant justement dans des grandes villes, c'est cette idée que finalement les citadins ont une appétence pour ce que j'ai nommé les petits événements. Les petits événements qui font le bien-être des individus, ça va être les vides-greniers, les marchés, les petites foires, les fêtes d'association, tout ce qui anime un quartier et nous fait sentir vivant, comme pour reprendre ce que disait Sandra. Donc voilà, il y a vraiment un consensus, mais vous avez compris que finalement ça dépend aussi de nous, mais qu'il y a quand même des éléments consensuels et que c'est peut-être là-dessus que l'action publique doit agir. Et on retrouve dans le rural aussi certains éléments qui sont les mêmes que dans l'espace urbain. Donc ça donne de belles indications pour les politiques en particulier. Et on attrape les discrets, ce qui n'est pas négligeable.
Sandra, finalement, ce que vient de nous décrire Lise, ça ressemble un peu, pardonnez-moi, je fais celle qui sait, mais ça ressemble à la pyramide de Maslow, non, en fait. Hein. Oui, tout à fait. La fameuse pyramide de Maslow, donc, qui hiérarchise les besoins des êtres humains. Donc, c'est une théorie qu'il a mis en place en 1943. Il y a 5-6 besoins fondamentaux. Le premier besoin, ce sont les besoins physiologiques, boire, manger et d'autres. Ensuite, il y a les besoins de sécurité, c'est-à-dire vivre dans un environnement sécurisant, apaisant, sans crise, prévisible aussi, ça c'est aussi intéressant. Ensuite, il y a troisième besoin, qui est un besoin fondamental, qui est le besoin d'affection, d'amour, et qui va pousser les gens à rentrer en interaction avec les autres. Un quatrième besoin qui est l'estime de soi, la reconnaissance, et enfin un cinquième besoin qui est un besoin un peu transcendant d'accomplissement de soi. Alors ce qui est intéressant, c'est que on passe pas d'un besoin à un autre, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est progressif et qui se combine en fait. Bon, c'est une théorie qui a été un peu contredite par la suite parce qu'en fait il n'a pas réussi à établir des liens de causalité entre chacun de ses besoins, mais c'est quand même une théorie intéressante. Parce que voilà, une ville agréable ou une ville dans laquelle il fait bon vivre, eh bien, c'est une ville où effectivement nos besoins physiologiques de base vont pouvoir être assouvis, on va pouvoir rentrer facilement en interaction avec les autres, où on va avoir aussi une estime de soi parce que c'est une ville qui a des caractères esthétiques, de propreté, de salubrité, etc. Et une ville dans laquelle on va vouloir revenir. Et donc, c'est le besoin d'appartenance, de reconnaissance qui se joue à ce moment-là. La transcendance, je ne sais pas, mais sans aller jusque-là, en tout cas, on sent bien qu'il y a certaines villes dans lesquelles on se sent plus attaché que d'autres et dans lesquelles on a envie de plus revenir. Et si je regarde la saison touristique de l'été dernier, il y a quand même eu 6 millions de personnes qui ont eu envie de venir à Nice. Donc c'est qu'il doit y avoir des raisons sûrement objectives et subjectives. Sandrine, au début de cette table ronde, vous nous avez expliqué un peu quelle était votre vision de la ville agréable. Vous avez cité 2 services publics, l'instruction et la santé. Il y en a un, je ne sais pas si c'est volontaire ou pas, ou par pudeur que vous n'avez pas cité, c'est l'entreprise pour laquelle vous bossez, c'est La Poste. Et moi, en fait, ça me fait sourire parce que je lis, je vois à la télévision mes confrères relater, rapporter ces combats de villageois, même de citadins, qui luttent contre la fermeture du bureau de poste ou pour la réouverture, parce que pour eux, c'est presque plus important qu'une boulangerie. Hein, à entendre et à écouter mes confrères. Est-ce que c'est un peu vous ce que vous ressentez, ce qui vous remonte du terrain finalement, des personnes qui veulent à tout prix leur bureau de poste, parce que sans un bureau de poste, on a l'impression d'être moins attractif. Non, effectivement, je ne l'ai pas cité quand j'étais jeune. Non, je ne me disais pas que le point principal pour une ville, c'était un bureau de poste. Mais effectivement, c'est le cas pour la plupart de nos concitoyens. Alors moi, j'ai envie de dire, qu'est-ce qui fait l'attractivité ? Enfin, en tout cas, en quoi le bureau de poste y contribue ? Et je ne vais pas parler que du bureau de poste d'ailleurs, de la poste en général. Nous sommes partout. Est-ce que vous savez qui va être le plus gros consommateur de la Poste dans le mois qui vient là ? Amazon, je pense. Donc vous le savez. Oui, c'est le Père Noël. C'est 1 million de lettres d'enfants qui vont être envoyées au Père Noël, que nous allons évidemment acheminer vers le Père Noël, et puis après tous les colis que le Père Noël va acheter et va apporter à nos enfants. Alors nous sommes partout, nous ne faisons aucune différence, hein. Et je pense qu'aucune entreprise peut se targuer de cela. Qui que vous soyez, où que vous habitiez, on va vous apporter des lettres. Bon, comme vous êtes très jeune, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Par contre, des colis, sûrement. Et puis pour les moins âgés, pour les plus âgés, des repas, des médicaments, bref. Et cela, où que vous soyez et qui que vous soyez.
Donc on a déjà voilà, une première approche de ce lien de proximité, de ce lien social avec le facteur, mais aussi avec les bureaux de poste et avec ce formidable maillage que nous avons de 17 000 points de contact. Je ne sais pas, voilà. Donc nous, c'est bien mieux que BNP pour The Way. Nous, c'est 17 000. Bref. Donc évidemment, un lien de proximité fort. Et puis après, j'allais dire, au-delà de tout cela, nous sommes une entreprise à mission depuis 2021. Et dans ce cadre, on a 4 engagements majeurs que nous avons choisis. Ce n'est pas un contrat d'entreprise qui nous lie avec l'État au travers de nos services de mission de service public. C'est vraiment nos engagements. Donc le premier, c'est le développement et la cohésion des territoires. Donc nous nous engageons à rester là, dans 17 000 points partout en France. Et là, c'est pour le coup que ça fait partie de la loi. Chacun d'entre vous est positionné, habite à moins de 5 km ou moins de 20 minutes d'un point de contact postal. Et au-delà de ça, nous finançons, alors avec la Banque des Territoires, mais surtout avec la Banque Postale, tout ce que les concitoyens attendent. Alors, Lise a parlé de santé, d'éducation, de logement, de qualité de l'air, d'environnement. Et c'est tout ça que nous allons financer donc auprès des collectivités locales, territoriales. L'accès justement à la santé, à l'école, l'écologie, la transition écologique. Et donc ça, c'est un engagement extrêmement fort. Et puis d'autres, toujours dans le cadre de cette entreprise à mission, en matière d'inclusion sociale, voilà, plutôt alors évidemment fléché vers les plus fragiles, vous nous connaissez, fléché aussi, ce que vous connaissez peut-être moins, vers les plus jeunes, avec un fort engagement pour l'inclusion des jeunes sur les stages, l'alternance, l'embauche des jeunes. Donc où là encore, nous sommes, en tout cas c'est ce que les chiffres nous disent, la première entreprise engagée à ce niveau. L'inclusion numérique, j'y reviendrai peut-être plus tard, et enfin, et chose très importante qui fait le lien avec tous les débats d'aujourd'hui, c'est notre engagement dans l'accélération de la transition écologique, et donc en étant le leader français, européen de la livraison verte, et puis en ayant vraiment à souhait, alors plusieurs engagements, zéro émission nette horizon 2040, et puis tout ça on le fait avec nos véhicules électriques sur le dernier kilomètre, mais pas que, et c'est 35 000 véhicules électriques qui vous livrent le courrier, la presse, les colis tous les jours, et avec on est aujourd'hui leader mondial de la décarbonation de notre propre activité. Voilà, donc c'est ni français ni européen, c'est bien mondial. Et donc c'est au travers de tout ça que nous participons à l'attractivité de nos villes, et je pense que tout n'est pas connu. Oui, vous nous avez dépeint en tableau général, global, mais peut-être, je ne sais pas dans quelle mesure, évidemment, vous pouvez citer des villes ou des exemples passés. Est-ce que ce qu'on entend, ce qu'on voit, ce qu'on lit dans la presse, c'est quelque chose d'anecdotique, que vous qualifierez d'anecdotique, ces combats pour le maintien d'un bureau de poste ou pour l'ouverture d'un bureau de poste? C'est anecdotique parce que vous dites justement qu'en 2023, la question ne devrait plus se poser comme ça, ou vous, le petit maire, ou même le maire d'une grande ville pour un quartier précis vient toquer à votre porte parce que ça revêt plus qu'un bureau de poste et plus que le lieu où aller chercher son colis, c'est aussi autre chose. Oui. Alors, c'est pas anecdotique du tout. Sur nos 17 000 points de contact, on en a 10 000 dans les territoires ruraux, et ce ne sont plus forcément des bureaux de poste. Ce sont des bureaux de poste qu'on a transformés en agences communales ou avec un commerçant, si ce n'est que dans cette grande ruralité, souvent il n'y a plus de commerçants. Voilà. Et qu'on fait figure du dernier présent dans la petite commune, souvent de moins de 2000 habitants, avec la mairie. Donc souvent on s'associe avec la mairie, mais c'est vrai qu'avant d'en arriver là, le maire va tout faire pour qu'on ne ferme pas le bureau de poste qui reste le seul endroit où il se passe un petit peu de vie sociale.
Donc c'est pas anecdotique du tout. Et c'est la même chose dans les quartiers prioritaires de la ville, où, alors là, un peu comme dans le rural, nous sommes le dernier à rester et le dernier à faire du lien. Et donc là, on pense à... C'est vraiment plein de modes de réflexion sur... Je prends les quartiers prioritaires de la ville. Il y en a 1500 en France. On est présent dans 500. L'idée, c'est de trouver d'autres formes de présence pour aller investir les 1000 où nous ne sommes pas, ou peut-être changer notre forme de présence dans ceux où nous sommes. Et dans la grande ruralité, c'est tous les travaux qu'on mène avec les maires en ce moment, de se dire, le problème c'est que nous, dans ces types de communes, on voit entre 3 et 5 clients par jour. Donc vous doutez bien que... Économiquement, c'est pas très bien. Économiquement, ce n'est pas possible. Voilà. Et même si nous sommes compensés par l'État dans le cadre de l'aménagement du territoire, ça ne peut pas être à ce point. À notre grande âme, d'ailleurs, évidemment qu'on préférerait que l'État finance notre présence, même quand on ne voit que 3 clients par jour. Et donc là, on réfléchit notamment avec les mairies à d'autres formes de présence pour beaucoup plus de liens. Voilà, on a appelé ça place des services. On en a une 30aine en France. Ça ressemble à quoi? Alors, ça ressemble à une conciergerie. Alors, un lieu qui pourrait s'apparenter à une conciergerie. C'est un facteur régisseur qui régit l'endroit et donc qui correspond exactement à ce que le maire a défini avec ses concitoyens. Alors, ça peut être un petit bout de bibliothèque avec un bout d'échange. C'est la dernière qu'on vient de sortir de terre, on va dire. Les habitants échangent du petit électroménager, voilà, en disant moi samedi soir je fais une soirée raclette, j'ai pas. Donc voilà. Et par exemple dans le village que je vous cite, on est passé de 9 visites jour à 110 en mettant en place cette place des services, malgré le fait qu'elle ne soit ouverte que 3 heures par jour. Voilà, donc évidemment, ce n'est pas anecdotique et nous travaillons avec toutes les formes de ville pour être présents autrement et répondre aux besoins. Sandra, Lise, est-ce que dans vos travaux, dans ce que vous percevez, il y a ce besoin de services de base, comme il a été décrit par la Poste, mais il y a aussi le sujet de la médecine, du médical, avec on voit des centres paramédicaux s'ouvrir, ou des mères à nouveau désespérées tenter de recruter de salariés, même des médecins. Vous, dans vos travaux, voilà, c'est quelque chose, le service public même peut-être, tout simplement, c'est quelque chose qui est très demandé? Moi, je veux bien répondre parce que tout à l'heure, j'ai répondu par les éléments de bien-être pour ceux qui font consensus. Mais en fait, en fonction du lieu d'habitation et qui on est, comme vous l'avez très bien souligné, Sandrine, en QPV ou dans l'espace rural, on a des préférences qui vont varier. Et une des différences, c'est qu'il est clair que quand on est en QPV, on a une carte qui s'appelle... QPV, quartier politique de la ville. On a la carte, en fait, qui va sortir accès aux démarches administratives. Donc, c'est exactement ce que vient de dire Sandrine. Donc, il y a vraiment un vrai besoin. Il faut dire qu'en 2015, quand j'ai créé le jeu, cette carte n'existait pas. Elle était fondue dans une autre carte. Et à force d'aller sur le terrain, je me suis aperçue qu'il fallait en créer une, notamment avec la ville de Lyon qui a fortement insisté là-dessus. Et c'était une remarque tout à fait pertinente. Donc il y a ce besoin-là d'accès aux démarches administratives. Au-delà de ça, si on est dans l'espace rural, pour passer dans le rural, ce qui est notable aussi, c'est autre chose qui fait le bien-être des individus. Ça va être ce que j'ai nommé l'art du bavardage. En fait, dans les petites villes françaises, il y a un art du bavardage. Et l'art du bavardage, il se retrouve dans les bureaux de poste ou dans les places de service, ou alors un élément qu'on n'a pas cité, mais qui a son importance chez le coiffeur. Donc en fait, on pourrait regarder aussi la perte d'interaction sociale à l'aune en fait de la présence du coiffeur ou pas. Donc j'allais dire que ça, c'est vraiment des éléments qui sont extrêmement importants pour les personnes, qu'elles soient en quartier politique de la ville ou dans l'espace rural assez même isolé.
Donc voilà ce que je peux dire. Donc en fait, oui, on reconnaît, on voit vraiment que l'action de la Poste est extrêmement importante et qu'il faut reconfigurer nos manières de faire. Et du coup, j'allais dire que tout ça, c'est pas une question finalement peut-être moins une question de service, c'est plus une question de vivre ensemble, de faire société dans un petit village. Voilà, j'allais dire que le jour où les gens ne se parlent plus, c'est la mort de tout le monde, du village, mais aussi des individus et une augmentation des anxiolytiques. C'est à peu près... enfin voilà, on peut anticiper ça. Il y aurait une étude à lancer là-dessus, c'est juste pour mettre un peu les pieds dans le plat. Mais je pense que c'est extrêmement important. Et on voit l'entraide, en fait. Ce que vous avez souligné, Sandra, c'est l'entraide entre les personnes par le troc, par la bricothèque. Là, je ne sais pas comment on pourrait la qualifier, ménageothèque ou quelque chose comme ça. Voilà, toutes ces formes-là. On pourrait aussi citer la question alimentaire qui a son importance pour les gens, avec des épiceries solidaires ou collectives ou coopératives qu'on voit émerger dans certaines petites villes en fait, de France. Alors, si je peux ajouter quelque chose, Sandrine, tout à l'heure, n'a pas évoqué un service qui a été mis en place par la Poste, c'est-à-dire les visites aussi aux personnes âgées, qui sont très importantes pour créer du lien social et qui sont vraiment indispensables. Et les géographes de la santé, ils se sont véritablement intéressés depuis fort longtemps à ces questions d'accessibilité en milieu rural, de désert médical. Et en fait, il y a là une double injustice, c'est-à-dire qu'au-delà d'avoir un rendez-vous quand ils arrivent à en avoir plusieurs semaines ou plusieurs mois après, il y a la question de la prévention des maladies, il y a la question de la gestion des récidives, il y a la question de la pénibilité pour certains malades à se déplacer, même en ambulance, lorsqu'ils sont pris en charge. Et ça introduit une inégalité au sein de notre territoire national qui est un grave problème de cohérence territoriale, une injustice. Là, on est en train d'évoquer le cas, finalement, on se met dans la peau de citoyens qui auraient la possibilité de choisir leur lieu de vie. Ça n'arrive pas tout le temps. On est dans un endroit, on y grandit, on y a un travail. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ces habitants-là Parce que là, on pose la question de l'attractivité. On fait comme s'il y avait une course qui existe réellement, une compétition entre villes, comment on attire de nouvelles personnes. Donc là, on s'interroge sur les besoins des arrivants, des personnes qu'on veut arriver. Mais est-ce que les besoins, les envies de ceux qui veulent s'installer à Nice sont les mêmes que les besoins, les envies des Niçois ? Parce que vous soulignez le côté « Ah, super, il y a 6 millions de touristes qui sont arrivés ». Je ne suis pas sûre qu'il y ait autant d'enthousiasme si on fait un test dans la rue. Ça, je ne sais pas, parce que les Niçois sont quand même conscients de la beauté de leur ville et la partagent, alors des fois avec plus ou moins de bonheur. C'est vrai qu'il y a des nuisances, surtout sonores, qui vont avec. Mais en fait, ce qui est aussi intéressant de voir, c'est que suivant l'âge de la vie, on ne va pas rechercher les mêmes choses. C'est-à-dire que lorsqu'on est à un âge de la vie un peu avancé, on va chercher justement la proximité des services médicaux et les gens vont se rapprocher des villes pour avoir accès à cela et la proximité de faire ses courses et de combler ces fameux besoins élémentaires. Et lorsqu'on est un jeune actif, que l'on veut fonder une famille, eh bien au contraire, on a tendance à s'éloigner des villes parce qu'on veut un cadre de vie agréable pour sa famille, un environnement sain, un environnement plus sécure, etc. Donc c'est aussi en fonction des âges de la vie. Mais quoi qu'il en soit, et à l'échelle de tout notre territoire national, il y avait aussi question de territoires hostiles, c'est-à-dire des territoires où les personnes sont un peu captives parce qu'ils y sont nés et qu'il n'y a peut-être pas beaucoup d'opportunités pour en partir. Mais c'est justement dans ces territoires que l'on doit travailler, que l'on doit améliorer les choses. C'est peut-être pas là où c'est déjà où ça marche déjà bien. Vous avez travaillé sur le sujet, ou vous souhaiteriez travailler sur ce sujet justement, relation entre tourisme et l'influence que les conséquences du tourisme sur la vie des habitants. Est-ce que une forte présence ou une politique
tourner vers cette population-là peut nuire à l'agréabilité, à l'amabilité d'une ville? Oui, je pense que oui, c'est toujours la même chose. Il y a un effet de seuil. À un moment donné, quand vous dépassez un seuil, c'est le seuil de tolérance. Là, on va dire, on parle de seuil de tolérance à la différence, donc de seuil de tolérance entre l'habitant et le non-habitant. Hein. Et donc, quand on bascule de l'autre côté, c'est vrai qu'il y a des externalités négatives, c'est-à-dire que vous allez dans votre quartier voir augmenter le prix du café. Quand on a dit que c'était un lieu qui était important pour les gens, voilà, pour tout dire, moi j'ai fait un relevé de prix dans des cafés dans lesquels je vais, qui sont assez emblématiques à Paris, au mois d'août cette année, pour pouvoir refaire les mêmes relevés de prix en septembre prochain. Juste pour m'amuser à faire ça. Mais on voit en fait, et donc du coup, si on parle de la ville agréable, dans certains quartiers, là je pense à certaines grandes villes, on a des quartiers entiers qui se sont vidés de ses habitants et qui sont transformés en Airbnb, à tel point que certains maires prennent des mesures de ce point de vue-là. Donc en fait, ça devient une ville qui devient... j'allais dire standardisé, homogénéisé, avec les mêmes services, les mêmes commerces, la même manière de faire, et du coup les habitants vont se déplacer. Donc en fait il y a quand même des effets, ce que j'appelle les effets pervers de l'activité touristique, et jusqu'à très récemment, il y a une dizaine d'années, quand je disais qu'il y avait quand même, fallait faire attention à la question touristique et à ses effets sur la population locale, on me riait un peu au nez. Hein. Aujourd'hui c'est moins vrai parce que forcément on a vu Saint-Malo, on a vu Marseille, on a vu Paris. Effectivement, en tant qu'économiste, nous, on voyait qu'il y avait des externalités négatives, mais on avait du mal à les faire comprendre. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Tout le monde le sait, en fait, qu'il y a des effets. J'allais dire, c'est peut-être la solution, c'est de replacer l'habitant au cœur du dispositif et d'être vigilant. Alors après, c'est très compliqué à faire parce que de l'autre côté, c'est vrai qu'il y a une manne financière, il y a des activités, il y a du travail pour des populations. Donc ça, c'est le premier point. Et pour la deuxième question concernant les inégalités, c'est vrai qu'on a des populations qui n'ont pas vraiment le choix de leur localisation. Pourquoi elles n'ont pas le choix de la localisation? Par exemple, parlons des travailleurs du crépuscule, donc le matin et le soir. Ces populations-là, elles vont travailler quand vous et moi, en général, on est à la maison. Donc en fait, elles sont leur travail va se trouver là où il y a des cadres supérieurs, où il y a une activité dense en journée. Et donc elles n'ont pas le choix par défaut de leur localisation. Donc il y a une très grande inégalité entre les personnes moins aisées, les personnes aisées, ou certaines CSP, mais les CSP sont aujourd'hui un petit peu, on peut en discuter par rapport aux revenus, donc du coup c'est un autre souci. Donc du coup là c'est vrai que la seule solution pour résoudre ce problème, compte tenu qu'elles sont captives du marché du travail, et elles le disent en fait, ce qui s'est passé ces dernières années, c'est ce que j'ai vu évoluer dans les enquêtes que je fais, c'est-à-dire que l'accès à un emploi stable n'était pas une carte qui sortait régulièrement. Elle sortait toujours, mais très peu. Et ces 2 dernières années, la carte accessibilité à des emplois stables sort nettement. Donc on voit qu'il y a une préoccupation en termes d'emploi qui est extrêmement importante pour certaines populations, donc dans les quartiers politiques de la ville, mais pas seulement, parce que dans le 13e, elle sort aussi. Et donc 13e arrondissement de Paris. Donc on voit que finalement, ces personnes sont captives. À partir du moment qu'elles sont captives par le marché du travail et par le logement, ne parlons pas des grands ensembles, de la politique du parc, de la politique du logement, finalement, la seule action possible, c'est d'améliorer finalement leur espace de vie. Donc voilà, donc agir au niveau local, si ces personnes sont captives, on veut améliorer leur bien-être, on veut faire en sorte que les inégalités soient réduites, travaillons sur les différents types de pollution, sur l'animation des quartiers, etc. Dans votre jeu de cartes, quand vous présentez votre plateau, est-ce qu'on tire souvent la carte pollution-climat? Est-ce qu'il en existe une dans votre jeu? Oui, il y a 5 cartes qui sont liées aux aménités naturelles. Donc l'aménité, c'est la caractéristique de ce qui est agréable, qui a du charme et qui nous fait du bien. Et généralement, une aménité, on l'a gratuitement en fait. Hein. Bon, ça pourrait se discuter, mais la définition est celle-ci. Et du coup, en fait, il y a une carte qui est environnement sain et sans nuisance. Il y a une carte protection contre les risques industriels et naturels. Il y a une carte mise en valeur des espaces naturels. Il y a une carte accès aux espaces de loisirs
Voilà. Et donc, en fait, la carte environnement sain et sans nuisance est la carte qui sort systématiquement dans les 3 premières cartes. Et il y a aussi une carte paysage naturel, c'est la 5e, et paysage naturel. Donc, paysage naturel sortira plus dans les espaces ruraux que dans les espaces urbains. Et dans les espaces urbains, ça sera environnement sain et sans nuisance. Donc, en fait, les Français, les citadins français font de l'environnement sain et sans nuisance un des premiers éléments de leur bien-être. Voilà. Et là, c'est partout pareil. Mais n'empêche, une ville polluée, toutes les villes sont polluées. Hein. Oui. C'est pas parce que Nice est au bord de la mer qu'elle c'est pas une ville polluée, mais on peut être une ville polluée, une ville agréable. Oui, je pense, Tout parce paradoxe. que c'est tout le paradoxe, parce qu'en fait, effectivement, 90% des villes connaissent une pollution liée à la circulation automobile, liée au mode de transport. Certaines connaissent une pollution un peu plus spécifique d'origine industrielle, mais je veux dire, 90% des villes sont à l'heure actuelle, et même plus, assez polluées, dont Nice, puisqu'on a plusieurs axes de communication qui reçoivent chacun des dizaines de milliers de véhicules chaque jour. On a 3 axes qui se sont installés depuis la promenade qui a été le premier, ensuite qui a été doublé par la voie rapide, puis par l'autoroute, et l'axe de l'A202 qui relie les 3. On a un aéroport intra-urbain, donc ça c'est pratique, mais c'est quand même assez polluant. Et ensuite on a le port aussi, même s'il y a eu des améliorations qui ont été faites au niveau du carburant utilisé par certains bateaux de croisière. Malheureusement, on voit encore en plein été des émissions de fumée qui sont quand même assez noires. Donc oui, la corrélation à ce niveau-là est tout à fait relative. Hein. Et bien sûr, quand on est dans une ville industrielle, comme j'ai pu en étudier, là c'est par exemple des nuisances, la pollution elle se voit véritablement, elle se sent aussi, avec des mauvaises odeurs. Vous avez demandé à vos étudiants de mener un curieux travail. Expliquez-nous. Moi, j'ai vu la carte. Hein. Oui. J'ai vu qu'il y avait pas, parce que moi, je suis niçoise, j'ai vu que vous n'étiez pas allé dans mon coin. Ah, non, mais alors, je peux expliquer. Donc, en fait, je suis enseignant-chercheur. L'IMRED accueille des formations qui sont véritablement très intéressantes sur le développement durable et l'environnement. Et je m'occupe d'une licence pluridisciplinaire qui s'appelle Sciences Humanité, Parcours Environnement. Et donc là, c'est un projet tutoré que font les 2e années. Et justement, comme j'avais travaillé sur les domaines des odeurs en milieu industriel, parce que ça me permettait d'avoir des informations plus précises sur là où étaient respirés certains polluants qui se sentaient par les populations, je me suis dit, on peut essayer de faire l'inverse et de voir, pour le coup, des aménités concernant des odeurs dans une ville qui n'est pas une ville industrielle, pour voir un peu quelles étaient les odeurs qui ressortaient. Et donc, les étudiants se sont munis d'une application. Chacun avait un quartier. Et pourquoi on n'a pas été dans tous les quartiers? Parce que c'est essentiellement les quartiers péricentraux, là où il y a des activités qui vont émettre des odeurs. Et peut-être que les quartiers un peu plus excentrés, qui sont plus résidentiels, en émettent moins. Donc c'est vrai qu'il y a eu toute une réflexion, où est-ce qu'on va aller, où est-ce qu'ils doivent aller pour faire leur relevé. Et donc, ils avaient 1 mois pour le faire. Ils étaient donc munis de cette application. Et à chaque fois qu'ils ressentaient une odeur, donc il y avait une liste préétablie d'une 50aine d'odeurs qui ne sort pas comme ça au hasard. Hein. C'est tout un travail qui a été mené précédemment avec d'autres étudiants. Et donc, à chaque fois qu'ils sentaient une odeur de fleurs, à chaque fois qu'ils sentaient une odeur de parfum, de pollution, puis aussi des odeurs moins agréables, eh bien, il a localisé. Voilà. Donc, il y a eu plus de 1000 odeurs, 1000 points qui ont été recensés. Donc là, c'est la carte globale qu'ils ont établie. Et puis, ça leur apprend aussi à faire des campagnes de mesure. Donc ça, c'est formateur pour eux. Ce sont des compétences qu'ils acquièrent comme cela. Et puis ensuite, on s'est amusé à
à regarder des cartes différentes, la carte des parfums, la carte de la pollution, parce que la pollution aussi, ça peut se sentir. L'ozone a une odeur un peu caractéristique, un peu de métal, quand on est un peu habitué. Et ce qui est assez intéressant avec ce sens de l'odorat, c'est-à-dire que dans 90% des cas, c'est toujours notre sens visuel qui est sollicité et beaucoup moins notre sens olfactif. Alors il y a une séance que j'aime bien faire avec eux, c'est-à-dire qu'avant de les envoyer comme ça faire leur campagne de mesure qui va durer un mois et puis ensuite ils rendent un petit rapport, j'amène le loto des odeurs et je les fais sentir parce qu'en fait notre sens de l'olfaction, on l'utilise de moins en moins. Et c'est très intéressant de voir. Alors au début, ils me disent mais je ressens rien, etc. Et puis au bout de quelques jours, ça revient. Et puis après, ils n'arrêtent plus de géolocaliser et de géoréférencer des odeurs. Et ce qui est aussi intéressant avec les odeurs, c'est que ça va faire appel, enfin tout le circuit olfactif, à un moment donné, rentre en interaction avec notre hippocampe. Donc c'est pour ça que lié aux odeurs, il y a la question de la mémoire, de la fameuse Madeleine de Proust, donc maintenant vous savez pourquoi, et l'hippocampe est aussi le siège des émotions. Donc en fait, on fait le lien entre une odeur que l'on a perçue dans un lieu et l'attachement que l'on a à ce lieu, donc ça c'est aussi important, et puis les émotions qui peuvent être réveillées par cela. Donc là, ils vont repartir, puisque c'est quelque chose, je l'ai fait la première fois l'an dernier, et puis là, ils vont repartir faire leur campagne là d'ici la semaine prochaine. Alors, leur odeur préférée, c'était les bonbons? Ou des odeurs de pizza, ou des odeurs ok. de... Ça dépendait. D'accord. Mais ce qui était très intéressant, c'était, après il y a eu des cartes de densité d'odeurs qui ont été établies, et c'était de voir quels étaient les quartiers qui émettaient le plus d'odeurs, et sans aucune surprise, c'est la vieille ville, à la fois parce qu'il y a des activités, il y a de la cuisine, il y a de la restauration, il y a les marchés, et puis il y a aussi l'urbanisme qui est d'un certain type et qui va concentrer donc ces émissions, et puis aussi tout l'aspect, donc les quartiers un peu plus nord de Malocena et au-delà. Donc c'était très intéressant, très formateur à la fois pour eux et pour moi. Avant, il y a mon petit camarade Boris qui s'assoit à côté de moi. Promis, je vais vous laisser la parole. Mais rapidement, une dernière question. On a fait un état des lieux de ce qu'un citoyen estime être une ville agréable. Pour que tout ça se concrétise, les moyens dont on dispose, c'est quoi? C'est toujours pareil, on a besoin d'argent. Je crois comprendre qu'il n'y en a plus beaucoup, ni dans les caisses de l'État, ni dans les caisses de certaines entreprises. On fait comment? On décide de réfléchir des investissements, on change notre façon de penser? Peut-être brièvement, Madame Service Public, est-ce que vous avez les moyens de tout ça? Les deux, mon capitaine. Et oui, non, faut flécher des investissements, enfin des financements publics. Enfin, en tout cas pour notre sujet là, et principalement celui des QPV ou de la ruralité. On n'a pas toujours eu tous ce service. Et je pense qu'il faut qu'on s'en rende compte. Et pour qu'il perdure, faut s'en rendre compte. Je crois vers 1850, alors moi c'était il n'y a pas longtemps parce qu'on existe depuis Louis XI. Donc 1850 c'est assez récent. Mais avant cette date, dans la ruralité, enfin au-delà des grandes villes, il n'y avait pas de boîte aux lettres et on ne venait pas vous distribuer le courrier. Alors, ou la presse, les médicaments, enfin là j'en passe de tout ce qu'on distribue maintenant. Donc oui, ça doit être une volonté bien évidemment des pouvoirs publics dans ces quartiers-là où on doit rompre l'isolement. Et puis alors peut-être qu'ailleurs, dans le urbain, périrural, on a les moyens de se développer avec des partenariats privés comme The Way par exemple. Voilà, on peut s'associer pour continuer à vivre ensemble. Donc des idées et des moyens. Lise, vous êtes un petit peu économiste, docteur en économie, vous avez une idée de où on peut aller chercher l'argent?
Non, je ne répondrai pas à cette question, je suis désolée. Par contre, je vais juste répondre à... Je vais Parce qu'il n'y a juste pas d'argent ou parce que vous voulez pas? Non, parce que... Voilà, je trouve que je préfère faire passer un autre message, c'est-à-dire que les investissements, il faudrait peut-être qu'ils ne soient pas simplement pensés à court terme, mais à long terme. C'est-à-dire que les retours d'investissement, on peut les avoir à long terme. Et si on raisonne qu'à court terme, finalement, on ne fait pas grand-chose, on ne fait pas quelque chose qui est bénéfique pour la population et l'ensemble de la société. Un exemple, il y a certains investissements. Par exemple, on parlait des services liés à la population qui permettent la socialisation. Ceux-là, en fait, les effets positifs, on les a au bout d'un certain nombre d'années. Et ça va aussi avoir des effets qui vont être même liés à une amélioration de l'état de santé des personnes, parce qu'elles sont moins isolées. Et tout ça, en fait, tous ces bénéfices, ces externalités positives de certains investissements et de certains aménagements, ils ne sont pas calculés. On n'arrive pas à les calculer, ils ne sont pas pris en compte. Donc je dirais plutôt que c'est la question du temps. Arrêtons d'accélérer, essayons de ralentir. Et du coup, ça me permet d'ajouter quelque chose qui me tient à cœur, dont on n'a pas parlé, et je suis vraiment désolée, c'est la question du piéton. Une ville agréable, c'est là où quelqu'un marche. Il faut savoir qu'un urbain, c'est quoi ? C'est revenir à la définition de la fonction d'échange. Et la fonction d'échange, on la retrouve à travers le piéton, puisqu'un urbain est une personne qui a la capacité de mettre son pas dans le pas de l'autre. Son pas physique, au sens physique du terme, mais aussi son pas, sa pensée, sa connaissance. Voilà, je voulais pas intervenir en ne parlant pas de ça, parce que c'est essentiel aujourd'hui. Le piéton au cœur aussi des investissements dans le monde urbain. Et vous ? Moi, je pense que ce n'est pas forcément toujours une question d'argent, c'est une question aussi d'imagination. C'est-à-dire que on a des générations qui ont tendance à être un peu cloisonnées, c'est-à-dire on va séparer les besoins des adolescents, des besoins des personnes âgées, etc. Alors qu'en fait, si on regarde bien, surtout dans une ville comme Nice, où le prix au mètre carré est très très cher, où les loyers sont élevés, eh bien, par exemple, pour rendre des étudiants et des jeunes autonomes dans leur vie, eh bien, on peut imaginer des passerelles transgénérationnelles avec des personnes âgées qui ont besoin d'une présence, qui ont besoin de quelqu'un pour faire quelques courses et pour qu'elles restent autonomes dans leur domicile. Donc il y a aussi imaginer des choses à faciliter, à créer. Et ce n'est pas forcément toujours une question d'argent. C'est essayer de voir comment une ville peut être inclusive pour tous les étages de la vie et pour toutes les CSP, pour tout le monde en fait. Une ville pour tous, je pense que c'est ça qui est agréable. Sur ces mots, Boris. Merci et bravo à nos 3 invités EES. Allez, je suis certain que ce sujet va susciter des réactions ou des questions. Qui ose se lancer ? Pour l'instant, on a des gens d'une certaine génération qui sont intervenus. Alors, je sollicite ce qu'on appelle communément les jeunes. Est-ce que le jeune d'aujourd'hui a des questions à poser ? Vous représentez toute une génération, attention, là, la pression est importante. Non, pas de courageuse, pas de courageux ? Oui, alors un ancien jeune. Juste, ouais. Donc on parlait, le sujet final c'était l'argent. Quand on voit les sommes astronomiques dépensées par Elon Musk et Jeff Bezos pour le tourisme spatial, là on pourrait flécher. Parce que pour moi ça sert à rien, c'est super polluant, enfin voilà, pour quelques méga riches. Donc de l'argent il y en a, je veux dire. J'ai jamais compris pourquoi ces gens-là consacraient leur fortune, parce que là on parle de milliards. Juste pour info, j'ai entendu l'autre jour, pour faire la différence entre les millions et les milliards, il y a un journaliste qui a demandé, est-ce que vous avez conscience de combien représente 1 million de secondes ? Vous avez entendu ça, non ou pas ? Non. 1 million de secondes, c'est 11 jours. Et 1 milliard de secondes, vous savez combien ça représente ? 30 ans. Vous voyez la différence entre millions et milliards ? Donc voilà, donc l'argent, il y en a. Donc c'est même pas une question, c'est un constat. Mais moi, je suis nouveau niçois, et j'ai une question qui n'a peut-être rien à voir, mais j'ai entendu parler d'un esprit niçois. Et j'aurais voulu en savoir plus. Parce que j'ai vu une annonce. Esprit niçois ? Oui, il y a un esprit niçois. Moi, je viens de l'ouest, de Nantes. Ouais. Ça fait 5 ans que je suis à Nice, mais si l'esprit niçois, c'est allez, je vais être un peu vulgaire, mais de gueuler, d'être agressif, ça me correspond pas. Non, mais ça c'est caricatural. Les gens sont quand même globalement assez désagréables ici. Hein. Je ne suis pas le seul à le dire.
Oui, Non, oui, je ou. pense pas, non, Mais- je pense Alors il faudra qu'il y ait des réactions, mais d'abord on va Oui, les tout à laisser fait, vous, c'est pas répondre, grave. et vous répondre. Est-ce que Je ça comprends existe pas, parce que c'est une ville quand même, une belle ville, un environnement. Oui, oui, magnifique. on a entendu votre question, elle va vous Allez. répondre. Elle a la responsabilité parce que c'est la seule niçoise. Ah non, je suis pas. Ah non, pardon, je pense pardon. que je suis pas la seule Moi aussi, je suis niçoise. l'autre Non, de ce désagréable côté-là, de de la ce table. côté. Non, mais je suis pas sûre. Je pense qu'on pourrait dire la même chose des Marseillais et peut-être même qui sont eux encore plus agressifs et plus indisciplinés. Ah, super, de passer la Euh, patate chaude à quelqu'un d'autre, sympa là. Ambiance, Non, débrouillez-vous non, avec ça. je suis pas sûre. Non, mais ce matin, moi, Mais je suis peut-être pour venue. reformuler la question. Pardon. Non, mais ce matin, moi, je suis venue à pied de l'hôtel, donc à côté de l'aéroport. J'étais un peu embêtée parce que apparemment, j'étais pas sur la bonne route. Il y a 2 personnes qui m'ont aidée, et dont une m'a accompagnée un peu. Donc, excusez-moi, mais j'ai pas du tout eu ce sentiment. C'est pas la première fois que je viens à Nice. Et à chaque fois, j'ai été très bien reçue et aidée dans des situations un peu embêtantes où, alors que j'avais rien demandé, quelqu'un couvre son téléphone, qui met l'application alors que j'avais moi-même. Donc en général, non, je crois qu'il faut pas. Enfin, est-ce que c'est vraiment intéressant? On pourrait dire la même chose des Parisiens. Moi, je suis une vraie Parisienne. Bon, voilà. Non, Donc mais je pense le que je sujet, sais juste pas. pour C'est plus élargir. la question de l'esprit niçois, quoi. C'est plus ça qui est intéressant. Qu'est-ce qui ressort? Qu'est-ce qu'est la spécificité de cet esprit? Et qu'est-ce que c'est que cet esprit? Est-ce qu'on le sent dans l'air et dans l'ambiance? Alors, c'est vrai que je disais tout à l'heure que les Niçois partageaient leur ville et qu'ils étaient habitués à la partager avec toutes les nationalités. C'est vrai que quand on se balade à Nice en plein été, on va entendre toutes les langues et pas forcément des gens qui parlent, il y en a de moins en moins qui parlent en niçois. Mais l'esprit niçois, je pense que effectivement, on partage notre ville, mais aussi, il y a de véritables Niçois qui sont là, qui continuent à parler, qui continuent à cuisiner, qui continuent à être présents. Et ils sont encore là, et ils sont notamment dans la vieille ville, qui est un espace, je trouve, un des espaces les plus agréables de Nice. Et d'ailleurs, c'est là où j'ai choisi d'habiter aussi. C'est pas En vrai. général, les phrases qui commencent par les Niçois, les Marseillais, Oui. les femmes, les jeunes, ce qui suit derrière va souvent être une généralité. On ne peut pas essentialiser le Niçois. Bon, en tout cas, merci pour votre question. On applaudit à nouveau nos invités. Bravo à elles pour cette session très intéressante. Restez avec nous, monsieur, puisqu'on va continuer la prochaine session dans quelques minutes avec un sujet hyper consensuel. Faut-il encore construire? À tout de suite, 2 minutes.